dans les méthodes qui sont celles de l'armée russe en Ukraine. Siège des villes, mélange de promesses de trêve pas toujours tenues et de bombardements, comme celui hier sur l'hôpital pour enfants de Mariupol. Est-ce que vous reconnaissez les méthodes qui ont été employées en Syrie ? Complètement, et justement avec cette signature particulière du régime de Poutine qui est de viser les hôpitaux et les structures hospitalières, bientôt les marchés, tous les endroits où les gens peuvent se retrouver, qui est combiné effectivement avec ce qu'on appelle une guerre de siège, mais c'est une façon pudique de dire les bombardements et ces fausses ouvertures de couloirs humanitaires ou trêves provisoires qui servent à légitimer les bombardements par ailleurs et à démoraliser les populations. Est-ce que l'on peut dire en ce sens que la Syrie a pu être une forme de laboratoire stratégique pour l'armée russe ? On peut le dire, et d'ailleurs c'est probablement une des choses qui peut-être vont rendre les choses plus difficiles aux Russes, parce que le théâtre ukrainien n'est pas le théâtre syrien, et effectivement, ils transfèrent en Ukraine, ça me frappe beaucoup, des méthodes qui ont utilisées en Syrie, y compris par exemple sur le plan du vocabulaire. Là, évidemment, ils ne parlent pas de terroristes, djihadistes, etc., mais ils parlent de nazis. Et donc, le point de départ, c'est de diaboliser l'adversaire et ensuite le traiter avec ces méthodes que vous avez décrites. Certains observateurs font aussi un parallèle depuis quelques jours entre Vladimir Poutine et Bachar el-Assad. Est-ce que ce parallèle vous paraît pertinent ? Qu'est-ce que ces deux hommes ont en commun ? Alors c'est très troublant parce que dans un livre précédent qui s'appelait La longue nuit syrienne, je faisais un portrait d'Assad. Et ce qui est frappant, c'est que Assad n'a jamais été évidemment un tendre, ni même un gentleman. Et son vernis occidental est trompeur, bien sûr. Mais c'était un autoritaire un peu classique auquel on donnait la réputation d'être un modernisateur. Et à un moment donné, il a basculé dans le crime de masse. Et chez Poutine, vous avez un homme qui a toujours été un dictateur, mais qu'on considérait comme rationnel, calculateur, prudent d'ailleurs. À chaque fois qu'il a fait des coups, c'était la Crimée, la Syrie, c'était toujours assez mesuré. Il ne prenait pas trop de risques, avec des enjeux aussi à la hauteur des risques. C'était proportionnel. Là, on a l'impression au contraire qu'il joue son va-tout de façon avec une sorte de pulsion ethno-nationaliste qui ne correspond pas au Poutine que les Occidentaux s'imaginaient. Est-ce que vous diriez que les Européens paient aujourd'hui, c'est en substance ce que disait encore hier soir l'ancien président François Hollande, que les Européens paient aujourd'hui d'avoir, vous le disiez tout à l'heure, détourné les yeux au moins en Syrie ou laissé faire ou du moins... C'est mon analyse, c'est-à-dire que notamment le fameux refus d'Obama de frapper Assad... La ligne rouge a donné le signal aux Russes que décidément les Occidentaux ne bougeraient plus, qu'ils avaient perdu toute envie de se battre, qu'il n'y avait plus aucune réaction, en tous les cas de type militaire, à craindre. Alors il avait bien vu qu'il y aurait des réactions de type sanctions économiques, mais il pensait pouvoir les gérer, comme d'ailleurs Assad gère les sanctions de l'Occident. Donc effectivement, je suis, comme beaucoup de gens, convaincu que la faiblesse dont nous avons fait preuve en Syrie est à l'origine de l'audace de Poutine en Ukraine.